on va pouvoir commencer avec nos participants à cette table ronde que je vais présenter, mais qui se représenteront peut-être un petit peu plus en détail après. Donc on a Nathalie Semelin, bonjour Nathalie, qui est directrice du CCAS, Coralie Rousseau, du Nid des Aidants, Anouk Guinchard, qui est coordinatrice santé au plan local unique de santé sociale, et puis Marc Lucianaz, infirmier coordinateur du SIAD, qui est le service de soins infirmiers à domicile de l'ADMR. Alors, l'île-Dieu, une population au 1er janvier 2025, donc selon l'INSEE, de 4 887 habitants, avec un âge médian sur l'île de 53,2 ans, donc 53 ans on va dire. Donc c'est un âge médian qui est plus élevé que la moyenne du département de la Vendée, qui est à 46 ans à peu près, et de la France, qui est à 40 ans, 9. Le nombre de personnes par tranche d'âge. Donc on a 1939 personnes qui ont plus de 60 ans, donc environ 40% de la population a plus de 60 ans. Je ne vais pas tout vous lire, mais en gros 362 personnes qui ont entre 60 et 64 ans, et si on prend la tranche la plus élevée, 80 personnes ont 90 ans et plus. Alors, quels sont les services présents? Donc, des services et dispositifs qui accompagnent le bien vieillir et la perte d'autonomie. Donc, en hébergement, un EHPAD de 67 places, bientôt 68, et un EHPAD de 37 places qui est en cours de fermeture. L'hôpital local qui propose des hospitalisations de répit pour soulager les aidants familiaux, dans la mesure du possible avec un hébergement temporaire, en attendant une entrée en EHPAD dans des situations aiguës pour une durée de 15 jours maximum. Des services qui œuvrent en faveur du maintien à domicile, donc la Maison Vendée Autonomie, avec son service d'évaluation et d'accompagnement des personnes âgées. L'ADMR, avec 2 services, donc le service d'aide et d'accompagnement à domicile pour 250 bénéficiaires, et puis le service de soins infirmiers à domicile pour 15 places. Un cabinet infirmier qui accompagne environ 70 patients de plus de 60 ans en perte d'autonomie, des personnes qui interviennent en CESU à domicile et un service de portage de repas à domicile du CCAS pour 45 places, et puis du transport à la demande, donc par le CCAS aussi, tous les jeudis de porte à porte, et qui est un service entièrement gratuit. D'autres dispositifs spécifiques qui existent, donc une équipe d'appui avec différents professionnels, ergothérapeutes, diététiciennes, psychologues, et puis une équipe spécialisée Alzheimer, donc l'ESA, et enfin un dispositif aidant-aidé du CCAS. Un service qui œuvre pour le lien social et la prévention, donc le service animation du CCAS qui propose des ateliers, des rencontres, différents séjours. Ciel Bleu, donc il y avait leur stand dans le hall si vous les avez vus, qui propose une activité physique adaptée, et puis d'autres associations qui proposent des activités sportives et culturelles. Donc on va maintenant passer à la partie des questions, la partie table ronde. Et je vais poser ma première question à Nathalie Semelin, donc la directrice du CCAS, dont les EHPAD. Nathalie, quels sont les principaux défis liés au vieillissement auxquels l'île fait face actuellement? Merci. Alors, comme tout le monde le sait, nous sommes un territoire vieillissant sur l'île-Dieu comme sur le continent. Donc face à ça, en fait, avec les difficultés, malgré tout, même si les personnes vieillissent, de pouvoir compléter l'ensemble de nos places au niveau des EHPAD. Nous avons toujours d'ailleurs une autorisation pour 104 places. Nous avons décidé donc de fermer un des EHPAD, l'EHPAD Calypso. La demande d'entrée, on va dire immédiate, a été en chute à partir de 2019 et d'autant plus après, à partir de 2022. Sans cette fermeture, effectivement, le déficit aurait été grandissant et évidemment, l'impact sur les personnes qui, elles, séjournaient aurait été trop important. La demande n'est plus la même, on le voit, on a des appels, nous, que ce soit au niveau du CCAS ou même quand j'étais directrice des EHPAD, les personnes ont demandé de l'accueil temporaire parfois, soit à la sortie d'hospitalisation ou sur une durée pour laisser finalement le proche aidant avoir d'autres activités. Donc un besoin de diversification, on va dire, de l'offre d'accueil et d'accompagnement de ces personnes âgées sur notre île.
l'INSEE a réalisé une étude en 2020 qui indiquait qu'environ 70 à 80% des personnes âgées de plus de 75 ans préféraient rester chez elles. Et c'est vrai que lors de la décision de la fermeture de l'EHPAD Calypso, on a à chaque assemblée demandé pour les personnes qui étaient présentes, qui pouvaient avoir un certain âge, le mien ou un petit peu plus, ce qu'ils en pensaient. Est-ce que eux, ils se voyaient forcément terminer leur jour à l'EHPAD ? La plupart du temps, les gens préfèrent rester à domicile et je pense que c'est la volonté d'un grand nombre de personnes. Donc face à ça, effectivement, il fallait trouver d'autres solutions d'hébergement. On en parlait déjà depuis longtemps. Et donc voilà, là, les choses ont été faites dans ce sens-là. Elles ont besoin d'aide quand elles restent à domicile pour les tâches quotidiennes, bien entendu. L'IFOP a fait également une enquête qui a fait ressortir qu'environ 60% des Français de plus de 60 ans, alors vous allez me dire là ils sont plus jeunes, expriment une préférence pour le maintien à domicile plutôt que l'entrée en EHPAD, même quand ils deviennent dépendants et en souhaitant bien sûr que on mette en place à leur côté des aides, que ce soit pour le soin ou pour les gestes de la vie quotidienne, les courses, les repas, les déplacements, quels qu'ils soient, y compris des rendez-vous médicaux. La plupart des personnes âgées préfèrent éviter un environnement dans lequel elles pourraient finalement se sentir qu'elles passent d'un statut de citoyen ordinaire à un statut de résident ou de patient. Et finalement, ça, c'est lié au fait que quand on passe sur ce statut-là, dans la tête des gens, on devient dépendant. Et c'est pas toujours simple pour tout le monde. Et le fait de rester chez soi, même avec de l'aide, on se sent parfois moins dépendant que quand on est institutionnalisé. Voilà. Et donc, quelque part, ça permet de garder une certaine indépendance et de ne pas se sentir dépendant quand on reste chez soi plutôt que quand on rentre en EHPAD. Merci pour cet éclairage très concret. Peut-être une question à Anouk, Anouk Guinchard. Donc, est-ce que vous faites la même analyse que Nathalie Semelin ? Comment vous voyez ces besoins donc, liés à la dépendance sur l'île et peut-être les pistes qui sont à inventer ? Alors, c'est vrai que, comme le précisait Nathalie, on est quand même à un tournant en ce moment sur l'île. Quand j'entendais Nathalie parler des souhaits des seniors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une phase un peu difficile, on ne va pas se le cacher, avec la fermeture d'un EHPAD, c'est un grand tournant. Mais quand Nathalie parlait, je pensais à quelque chose qu'avait dit un psychologue, Yves Clerc, pour ne pas le citer, qui était venu faire une conférence ici il y a quelques années. Il avait dit « L'ère des papis à casquette et des mamies à blouse, à fleurs, est terminée ». Et c'est un petit peu caricatural comme phrase, mais en même temps, c'est vrai que ça souligne qu'on est sorti de cette ère un peu d'uniformisation des personnes âgées et qui fait qu'on est dans une société qui avant était sur un fonctionnement complètement très, très collectif et maintenant on est de plus en plus individualiste, je pense. Enfin, je pense, pas moi qui le pense, c'est les statistiques qui le montrent aussi. Et puis, on voit que les avancées en termes technologiques font qu'on a de moins en moins besoin les uns des autres. On a eu aussi des gros bouleversements dans la structure familiale avec notamment des femmes qui, pour la plupart du temps, ont moins d'enfants qu'avant. Une structure familiale qui est souvent géographiquement éclatée aussi, donc avec des familles qui sont éloignées les uns des autres. Et des gens qui vivent de plus en plus de façon isolée de leurs enfants, par exemple. Et on a aussi une société qui cultive l'individualisme, qui cultive la réalisation personnelle, l'indépendance, etc. Donc on se retrouve avec des gens qui, finalement, une société qui prône de plus en plus l'individualité, l'individualisme. Alors, quelque part, c'est chouette parce que, voilà, on se réalise plus en tant que soi plutôt qu'en collectif. Mais je pense que ça va aussi dire que ça ne nous empêche pas de vieillir déjà, et on sait que notre territoire y vieillit, et ça montre aussi que les gens ont quand même des besoins beaucoup plus individualisés, mais aussi, et c'est un peu le risque de cet éloignement du collectif, on se retrouve avec des gens
qui peuvent aussi être de plus en plus isolés. C'est-à-dire que cet individualisme qu'on a quand on est en bonne santé, qui est plutôt quelque chose de positif, où on va cultiver son petit jardin personnel, et ben, le risque, c'est quand on vieillit, on peut vite aussi se retrouver éloigné, isolé. Et puis tout notre travail aussi, c'est de s'assurer qu'on va répondre à ça, c'est-à-dire aux besoins individuels, mais aussi qu'on va être en mesure d'identifier l'isolement des personnes âgées, qu'on va aussi être en mesure d'identifier les fragilités que les gens peuvent avoir sur notre territoire, parce que oui, il y a moins le soutien du collectif qu'on pouvait avoir avant. Et dans un contexte où notre territoire vieillit plus que la moyenne nationale, plus que la Vendée, c'est à peu près similaire à ce qu'on peut retrouver sur le littoral vendéen, mais il faut absolument qu'on arrive à trouver des vraies réponses aux besoins des seniors et aux besoins individualisés des seniors. Voilà. Et en effet, je pense qu'on est dans un contexte où on ferme un EHPAD, et dans un sens, évidemment, que c'est regrettable, mais il faut surtout qu'on arrive à différencier l'offre, à multiplier les offres d'accueil sur le territoire, pour moi, pour pouvoir répondre au mieux et à domicile et dans une autre forme de vie collective aux besoins des seniors. Je suis un peu longue, pardon, mais voilà. Quelles sont les pistes pour lutter justement contre cet isolement ? Ben, les pistes qu'on a pour lutter contre cet isolement, pour moi, c'est vraiment d'avoir des services qui se développent au maximum sur le territoire et qui travaillent ensemble pour répondre aux besoins. C'est-à-dire que, peut-être qu'on l'évoquera plus tard, hein, mais le travail qu'on peut faire en coordination avec les différents acteurs aussi du territoire, mais c'est surtout développer des nouveaux services. Donc, je vais donner la parole à Coralie du Nid des aidants. Donc, dans le cadre de vos activités, vous intervenez auprès des seniors à domicile. Quelles sont les offres d'accueil, de services qui répondent aujourd'hui aux besoins exprimés par les seniors que vous rencontrez ? Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis la coordinatrice du dispositif Le Nid des aidants. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui répond aux besoins des proches aidants et de leurs proches aidés, on va effectivement orienter sur, par exemple, de l'accueil de jour. Et des hébergements temporaires donc, qui sont encadrés par une structure qui peuvent proposer un accompagnement individualisé aux personnes accueillies, soit à la journée, soit sur un temps donné plus long. Et effectivement, on va également orienter vers les accueillants familiaux de plus en plus, puisqu'ils existent. Il y a plusieurs centaines d'accueillants familiaux aujourd'hui sur le territoire vendéen. Donc on sollicite de plus en plus cette ressource-là. Et donc ils peuvent proposer l'accueil de jour, mais aussi de l'hébergement temporaire. Donc pour les personnes âgées, mais aussi en situation de handicap. Et en fait, ce sont des personnes qui accueillent au sein de leur domicile et qui sont bien agréées par le département. Donc voilà ce qu'on peut proposer en termes d'orientation et de solutions autres que, comme on disait, les EHPAD. Il existe d'autres solutions pour permettre le maintien à domicile dans de bonnes conditions. Je dirais un peu plus concrètement comment ça se passe, cet accueil à domicile. Alors oui, cet accueil à domicile, effectivement, donc il est très individualisé et l'objectif c'est de pouvoir échanger, rentrer en contact avec une accueillante familiale, donc qui est agréée par un département. Souvent ce sont des profils médico-sociaux à type soignant, auxiliaire de vie, AMP. Donc c'est plutôt ces profils-là effectivement qui vont exercer au sein de leur domicile et accueillir une personne. Ils sont agréés tout au plus pour 3 personnes. Donc ils n'accueillent pas forcément 3 personnes en même temps, mais concrètement l'objectif c'est de personnaliser l'accueil et de répondre aux besoins le plus possible et le plus possible comme à la maison des besoins du proche aidé. Voilà, concrètement. Et là c'est vraiment après une relation de confiance, un feeling, ça se joue beaucoup à la relation avec le professionnel. Ça peut durer longtemps, comment ça se passe dans le temps ? En termes de, alors c'est via un contrat en fait, c'est via un contrat de travail. Donc bien sûr les aides de l'État, donc notamment l'APA, peuvent être déduits de la facturation suite à cet accueil. Et en fait l'accueil, voilà, il varie en fonction aussi de vos besoins, de vos attentes, de vos demandes. C'est à la carte en fait. Et on va passer à Marc Lucianaz, donc au SIAD. Vous coordonnez les soins à domicile, donc de l'ADMR. Quels sont selon vous les besoins des personnes que vous accompagnez ? Est-ce que vous diriez qu'il y a des spécificités territoriales justement ? Oui, bonjour. Donc ce qu'il faut savoir, c'est soins infirmiers à domicile, ce sont des soins réalisés par des aides-soignantes, professionnelles de soins médico-sociaux à domicile.
la DMR est sur tout le département et le SIAD de l'Île-Dieu est le plus petit SIAD de la DMR qui n'a que 15 places. On ne peut pas dépasser 15 personnes prises en charge malgré la population de l'île, ce qui est trop petit. Mais ce qui correspond malheureusement avec nos difficultés de recrutement des aides-soignantes. On a 5 aides-soignantes qui tournent et parmi les spécificités qu'on a, on est quand même la seule vraie île du département. Et donc nos difficultés principales, c'est le recrutement des aides-soignantes qui nous permettrait, si on avait plus d'aides-soignantes, de demander à l'Agence régionale de santé d'augmenter les places du SIAD, qui est un des moyens, un des éléments qui ont été échangés ici, pour prendre en charge les personnes à domicile. Une des tâches et des missions du SIAD, c'est-à-dire des personnes auxquelles on s'occupe, c'est justement la coordination qui a été évoquée plusieurs fois. Et on doit travailler, et on travaille, et on cherche toujours à développer le travail partenarial autour des personnes prises en charge. Donc on travaille énormément avec tous les autres services médico-sociaux et les établissements de l'île pour justement prendre en charge les personnes au mieux possible qui souhaitent rester à domicile. Comme expliquait Anouk, nous, on peut prendre des personnes âgées au-delà de 60 ans, toujours sur prescription médicale. C'est un service médico-social, hein, comme l'hôpital, hein, sauf que c'est à domicile. C'est quasiment de l'hospitalisation à domicile, en plus simple. C'est forcément sur prescription médicale. On bénéficie, la DMR sur l'Île-Dieu bénéficie du fait que on est en parallèle d'un service d'aide à domicile qui est aussi de la DMR, avec lequel on travaille. Nous, on fait les missions de soins auprès des personnes, et les services d'auxiliaires de vie font les missions d'aide, ménage, courses, aide au repas, etc. Le SAD de la DMR est comme le SIAD de la DMR, à ses limites en fonction du personnel, etc. Et en fait, on cherche toujours à développer ces services de soins à domicile, parce qu'il n'y en a qu'un sur l'île. Donc, des fois, c'est pas très facile. Parfois, des personnes restent à l'hôpital, parce que nous, par exemple, on pourrait les prendre en charge, mais le service d'auxiliaire de vie n'a pas de place au même moment, donc on peut pas assurer toutes les missions qu'il y aurait à faire autour des personnes qui sont à leur domicile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on cherche à développer au sein de la DMR, mais d'autres services pourraient voir le jour aussi, hein, sur l'île. Hein. Il n'y a pas de limite, les services d'aide. Les spécificités de l'île aussi, c'est que en fait, que ce soit des îlets ou que ce soit des gens des îlets de génération antérieure ou des gens qui sont venus vivre sur l'île, beaucoup de personnes sont seules à domicile. Et c'est là aussi où on a besoin d'avoir un entourage très important au niveau du portage de repas, par exemple, du CCAS. C'est les déplacements pour aller voir les médecins, tout ça. Nous, on reste à domicile. Par exemple, le SIAD n'assure pas du tout les déplacements vers les consultations médicales ou autres. Donc on est obligé de travailler forcément en partenariat, et c'est ce qu'on développe. Il y a une réunion mensuelle entre tout l'ensemble médico-social de l'île. Moi, ça fait longtemps que je fais de la coordination. Hein. Sur l'île, j'ai jamais vu quelque chose aussi bien organisé. Hein, j'ai travaillé La Rochelle, le 44, le 79, mais ici, franchement, j'avais jamais vu une chose aussi bien organisée que justement ce partenariat entre les différents services. On travaille très bien ensemble, hein, et c'est ce qui permet d'avoir, pour moi, évidemment, un maintien à domicile le plus confortable pour les personnes. C'est très important, et moi je remercie tous les services qu'il y a autour, parce que ça c'est nickel. Ça c'est... voilà ce que je voulais dire sur le SIAD. Je voulais juste rappeler aussi que le SIAD, c'est lui qui organise l'équipe spécialisée Alzheimer. Ça dépend du SIAD, parce qu'en fait, c'est
une des aides-soignantes du SIAD, qui a un diplôme supplémentaire, hein, qui est assistante de soins en gérontologie, et ce qui permet de faire cette équipe, de participer à cette équipe spécialisée Alzheimer. On a 3 places à l'équipe spécialisée Alzheimer. Donc, on pourra échanger sur notre stand, savoir si vous souhaitez des éléments plus là-dessus. En gros, c'est 15 séances pour 3 mois suite à une évaluation, donc avec des critères bien particuliers qui peut être fait avec l'infirmière Azalée, par exemple, qui est aussi une de nos partenaires. Ça dépend aussi du SIAD ADMR, l'équipe spécialisée Alzheimer. Et ça permet aussi aux gens de bien rester à domicile. Toujours aussi. Merci beaucoup, et on sent, oui, que le travail en réseau est hyper important pour lutter contre l'isolement et puis ces métiers en tension, de l'aide à domicile. Donc une question maintenant à Anouk Guinchard. Donc, dans le cadre du plan local unique de santé sociale, vous avez justement ce rôle de coordination avec des professionnels. Comment est-ce que cela s'organise ? Voilà, Marc a commencé à en parler. Mais en effet, voilà, surtout au moment où on est en ce moment, avec les difficultés qu'on rencontre, encore une fois, par rapport au vieillissement de la population et à l'offre d'accueil qui n'est pas encore celle. Je crois, vous m'entendez ? Oui. Non, mais je peux parler fort, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de... Il y a plus de piles, ouais, non, j'ai une clignote rouge. Je vais parler fort, un peu moins confortable, mais Est-ce qu'on pourrait voir s'il y a... Manu, s'il n'y a pas des piles? Je crois que le micro... Attends, elle est partie. Ça va comme ça, vous m'entendez un peu moins confortable, désolée pour tout le monde. Donc oui, je disais, voilà, c'est sûr qu'actuellement, par rapport aux enjeux auxquels le territoire fait face, je crois que la coordination, elle est essentielle parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas encore tous les services qu'on souhaite développer sur le territoire en termes d'accueil. Coralie, tu mentionnais tout ce qui est accueil temporaire, accueil de jour, etc. Mais je pense aussi à d'autres formes d'accueil, autres qu'EHPAD. C'est vrai on a, je pense, besoin d'autres types d'accueil, type résidence senior, type habitat inclusif. On aura l'occasion de parler des projets qu'on développe après. Mais en attendant, de toute façon, même si on avait déjà cette offre, il serait essentiel qu'on travaille ensemble. Mais en effet, étant donné que là, on a souvent des situations un peu tendues à domicile et qu'il faut qu'on trouve les meilleures solutions possibles avec l'existant pour les seniors, il est essentiel qu'on travaille tous ensemble. Donc, Marc l'évoquait, on a une réunion de coordination mensuelle à l'hôpital avec l'ensemble des professionnels qui œuvrent à domicile, les médecins, les professionnels libéraux au niveau du médical, les gens qui interviennent au niveau du social. On a un partenaire sur l'île qui est absolument essentiel. Hélène est dans le public là, mais c'est le Maison Vendée Autonomie, le service d'évaluation, d'accompagnement des personnes âgées, j'y arrivé, qui est vraiment le premier maillon de la chaîne. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à une personne qui est en perte d'autonomie, la première personne qu'on appelle, c'est Hélène qui travaille pour ce service, qui est présente tout le temps sur l'île et qui, elle, fait le lien avec l'ensemble d'entre nous au niveau des services. Dans les réunions de l'hôpital dont on discutait, à chaque fois on a une partie où on présente des nouveaux dispositifs, des nouveaux professionnels et puis un peu l'actualité de chacun, mais surtout un moment où on va échanger sur des situations complexes avec à chaque fois qu'on a une situation un peu complexe à domicile, puis on ne va pas se le cacher, on parle globalement de personnes âgées, c'est souvent les situations qui nous posent le plus de difficultés sur ces réunions-là. L'EHPAD est également présent à ces réunions aussi. Et c'est à chaque fois essayer d'imaginer avec l'existant, avec ce qu'on a de possible sur le territoire, comment, de façon pluriprofessionnelle, on va essayer de trouver les meilleures solutions pour cette personne. Donc on n'a pas de baguette magique. Et parfois, Marc l'évoquait, il y a des difficultés de recrutement notamment. Il y a des services qui n'existent pas encore sur le territoire.
et on n'a pas toujours la solution idéale pour les personnes, mais je crois que ce qui est la force de ce territoire, c'est qu'on se connaît entre acteurs, qu'on a l'habitude de travailler ensemble et de plutôt bien travailler ensemble, comme tu l'évoquais, je suis contente, ça donne satisfaction. On essaie en tout cas toujours avec plusieurs cerveaux, plusieurs têtes, et aussi bien les équipes médicales que les équipes plutôt qui travaillent au niveau du social, essayer de trouver les solutions les plus adaptées aux personnes pour souvent qu'elles restent à domicile ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a des gens pour lesquels ça va être une entrée en EHPAD. Voilà, et dans la mesure du possible, on essaie de trouver ce qui va satisfaire au mieux avec l'existant les besoins de la personne. Et puis juste parce qu'on parlait EHPAD aussi, je pense dans les formes de coordination qu'on peut avoir aussi, il y a des commissions d'entrée pour l'EHPAD, parce que justement avec la fermeture d'un établissement et les demandes d'entrée à domicile, c'est devenu assez tendu de savoir comment prioriser les entrées. Donc ça se fait pas, on tire pas un numéro dans un chapeau. Il y a une commission qui réunit, tu me dis si je me trompe Nathalie, la direction de l'EHPAD, le médecin coordinateur des EHPAD, il y a la psychologue, il y a l'infirmière co de l'établissement qui est dedans, Hélène Ecomar du SEAPA qui peut aussi être conviée sur ces commissions-là pour étudier les situations, puisque les entrées vont se faire en fonction du degré d'autonomie de la personne, en fonction de son état psychologique, en fonction de son isolement, en fonction d'un ensemble de critères qui est pris en compte pour essayer de prioriser les entrées, parce qu'on sait qu'en ce moment les places sont rares. Merci Anouk pour cette mise en perspective. Et la diversification de l'offre semble la clé du bien vieillir sur l'île-Dieu. Et Nathalie Semelin, sur quel projet le CCAS travaille actuellement? À quelles difficultés êtes-vous confrontés? Et surtout, quels leviers avez-vous identifiés? Alors, sur quel projet travaille le CCAS? Alors déjà, sur son quotidien, qui est déjà bien chargé, mais en plus, suite donc aux études qui ont été faites et aux échanges qu'on a avec l'ARS et avec le département, il a été proposé justement, bien sûr, de travailler toujours sur la restructuration de l'EHPAD des Chênes Verts, puisque c'est le seul EHPAD qui restera, avec 3 places d'accueil temporaires qui ont été autorisées et qui sont normalement bien sûr à mettre en œuvre dans le nouvel établissement. 3 places d'accueil de jour avec une particularité, puisque normalement sur le continent, les PASA, ce qu'on appelle les pôles d'activité et de soins adaptés, qui sont plutôt des espaces normés et autorisés par l'ARS, et en partie aussi financés, sont des structures, enfin des locaux, je veux dire, qui sont dans une structure et qui n'accueillent que, en termes de file active, les personnes qui sont désorientées, qui ont été diagnostiquées et qui peuvent venir 5 jours semaine. Souvent, les PASA sont vers 5 jours semaine, entre 10h, 17h, vivre dans ces locaux-là qui leur sont dédiés, et libérer finalement l'EHPAD pour y laisser plutôt des personnes qui ne sont pas forcément désorientées, mais qui ont besoin, tout comme toutes les personnes qui sont en EHPAD, d'un plateau technique avec infirmiers, aides-soignants et aides à domicile ou agents de service. Voilà, donc du coup, là, il y a 12 places PASA qui ont été validées, et on y adjoindrait les 3 places d'accueil de jour. Parce qu'il n'est pas question de réaliser une structure indépendante avec uniquement 3 places d'accueil de jour. Ce ne serait pas viable et autorisé d'ailleurs même par les autorités de tarification. Donc elles seront adjointes au PASA. Sur quel projet travaille également le CCAS? Bien sûr sur l'habitat inclusif. Ça a déjà été noté, je pense, dans des documents. Le CCAS, alors c'est Anouk et moi, avons répondu un peu in extremis à un appel à projet du département, justement pour ouvrir un habitat inclusif. Comme il avait déjà été évoqué de fermer la structure EHPAD Calypso, mais bien sûr les locaux appartenant à la municipalité de les maintenir pour diversifier l'offre. Du coup, il a été autorisé qu'on ouvre un habitat inclusif de 7 places avec l'accueil de 6 personnes âgées autonomes,
mais qui ont besoin de cet habitat inclusif pour se sentir en collectif avec un projet social qui sera à développer et à monter justement par les habitants, et une personne en situation de handicap. Voilà, on est parti pour le moment sur ce format-là qui va durer normalement 7 ans. Qu'est-ce qu'elle modulable, une personne en situation de handicap, on peut suivre. Voilà. Oh oui, voilà. Hein. Bon, pour le moment, c'est ce qui a été demandé, c'est ce que nous a dit voilà, le département, c'est 6 personnes âgées, une personne en situation de handicap. S'il y a des situations qui se présentent, qui sont un peu différentes, on renégocie avec le département, mais au départ, c'est comme ça que le format a été accepté, et on a obtenu un financement là-dessus pour y recruter donc un animateur ou une animatrice qui sera là pour animer la vie sociale des habitants, qui ne sont plus des résidents, mais vraiment c'est essentiellement pour des personnes qui sont en mesure d'alerter et de rester seules la nuit, puisque cet habitat inclusif, ça se rapproche pratiquement du domicile, sauf que ce seront dans des logements adaptés, avec des douches à l'italienne, en rez-de-chaussée, et que ce sera plus confortable pour des personnes qui habitent des fois dans des habitats isolés et qui ne sont plus adaptés. Donc voilà, donc on travaille là-dessus. Il n'y a pas de date d'ouverture. Ce qu'on sait, c'est qu'on a obtenu l'accord cet été et qu'on a 2 ans, je ne sais plus, c'est 2 ou 3 ans pour développer la structure. L'objectif n'est pas d'attendre 2 ou 3 ans, mais il y a des travaux un petit peu à envisager puisque les kitchenettes actuelles de Calypso ne sont pas adaptées. Les personnes ne s'en servaient plus. Et donc, du coup, il faut les réhabiliter, les moderniser et puis les adapter, on va dire, aux personnes qui pourront venir dans l'habitat inclusif. Et ça, c'est sur une aile du rez-de-chaussée de Calypso. L'autre projet sur lequel souhaite travailler le CCS, c'est la résidence autonomie. Ou résidence-service. Voilà, pour le moment, l'option, c'était plutôt la résidence autonomie. Et à cet effet, on a donc une visio avec le département début janvier pour essayer de proposer un modèle économique qui soit viable. Voilà. Sachant que pour la résidence autonomie, et pour un autre service, on va se faire accompagner par l'ANAP, qui est l'Agence nationale d'appui à la performance, qui est là pour aider tous les établissements et services sociaux, médico-sociaux, pour mettre en œuvre justement des nouveaux projets et avoir des modèles économiques qui soient raisonnables et qui ne plantent pas la structure et qui ne nous amènent pas à faire payer trop cher les personnes qui y sont parce qu'on aurait surdimensionné ou au contraire sous-dimensionné le service ou la structure. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, donc résidence autonomie et service d'autonomie à domicile. Donc pour rejoindre ce que disait Marc Lucianaz, l'objectif est vraiment la complémentarité et pas d'être en concurrence avec le service ADMR. Comme Marc l'a dit, c'est vrai qu'on ne répond pas aujourd'hui à tous les besoins des personnes qui vivent là à l'année et des personnes qui viennent aussi l'été et qui peuvent formuler un certain nombre de demandes. Nous, on va se retrouver avec un établissement qui se ferme avec des personnels qui vont être en surnombre dans un premier temps, le temps qu'on développe de nouveaux projets. Et puis, on a un certain nombre de personnes contractuelles avec lesquelles on a travaillé depuis déjà de longues années et qu'on aimerait bien emmener avec nous. Alors, il y aura un laps de temps où ce ne sera pas forcément le cas. Et qui ont été formés à l'EHPAD et qui connaissent les techniques et les pratiques et la bienveillance que l'on a à l'égard des personnes âgées. Et on aimerait bien les emmener avec nous sur ces nouveaux projets. Donc que ce soit sur la résidence autonomie possible et sur le service d'autonomie à domicile, de toute façon, ça ne peut pas se faire sans des appels à projets qui sont développés par le département et par l'ARS. Voilà. Donc on est en attente. Normalement pour le SAD, c'est en cours, c'est en signature et ça doit passer au contrôle de légalité et on répondra évidemment à cet appel à projet. Pour la résidence autonomie, tout va se décider dans le début d'année, j'espère 2026. Voilà. Et pour tout cela, on a créé un poste d'assistante de direction pour travailler à nos côtés parce que la tâche est un petit peu lourde. On a aussi le projet Maison France Service en attente et qui se développe. Donc voilà, on a recruté une personne qui va nous assister justement dans ces missions de développement au CCS. Donc la tâche est ardue, mais elle est en cours et il y a des délais administratifs incompressibles, une organisation de travail aussi avec un quotidien chargé. Donc on essaie d'avancer au plus vite, au mieux.
Voilà. Et sachant qu'au niveau de Calypso, on est aujourd'hui, comme vous le savez, à 5 résidents. Et l'objectif est de pouvoir transférer les personnes de Calypso vers les Chênes Verts pour travailler sur Calypso et œuvrer sur cette réorientation de l'offre médico-sociale. Voilà, merci. Merci de nous avoir présenté toutes ces pistes qui sont déjà engagées pour répondre aux enjeux du territoire.